Thank you once again, Heather, for that wonderful talk. My name is Bessie Bitsis. Along with David, I'm the co-chair of today's sessions. I'm the clinical coordinator for palliative care services at one of the integrated health service centers here in Montreal, and I'm an assistant professor at the School of Nursing at McGill. So welcome. And it is my huge pleasure to introduce our next speaker. Lacey White is an assistant professor with the School of Nursing at Cape Breton University. Lacey was awarded the Governor General's Gold Medal from the University of Ottawa for her dissertation. With a clinical background in palliative and hospice care, her interests across research and nursing education include relational ethics, embodiment through strong emotion and uncertainty, and contemplative approaches to practice. Lacey seeks to draw on emergent narrative and arts-based methods to explore the more intangible aspects of experience. And Lacey is an author. She just published a book recently called Palliative Care Nursing as Mindfulness, Embodying a Relational Ethic Through Strong Emotion, Uncertainty, and Death. So please join me in welcoming Lacey. So is it 40 minutes? Should we aim for 40 minutes? 45 minutes. Okay, great. Hello, everyone. Thank you for being here. Thank you to the organizers, Bessie and David, for inviting me to speak today. Can everyone hear me? Yeah? So I feel like this is a great, Heather, thank you for beginning us today. And the aesthetic practice, that arts-based practice really does come from within our bodies. And so I really want to talk about that embodied practice that we live and how we live it through stories we know, we tell, we re-story. All good? Oh, thanks. Yeah, the mask. Oh, yeah. Thank you. Yeah, okay. So I'm going to skip through. I have no conflicts of interest. For learning objectives, I just like this to be a dialogue, a critical reflection on our individual and collective stories, the value and danger of these stories, and our work is not linear. It comes in a spiral-like way, so I hope we will circle around with stories. So as we begin, I'd like to ask, what grounds you? I have to think about that myself right now. But what grounds you in your practice? And nurses that I spoke with in palliative care around their own mindfulness practices, and they took that up in different ways, really approached that in a lot with great diversity. One nurse said, "When you walk in the woods, the peace, the air feels different. When I breathe it in, it feels cleansing. It calms and grounds me. The feel of the air, more than anything else, it's intangible, but it's very real." So please take good care of yourselves as we have this conversation. I invite you to get up, move around, and just to hold yourself and one another compassionately. So as Bessie said, this book was recently published, and that quote, and anytime you see italics on any of these Gosh, what happened? Donc, il y a des passages avec 9 infirmières avec qui j'ai parlé qui m'ont aidé à comment incarner la complexité des relations. On peut vraiment voir ça, ceci dans les images, on peut voir le contact des yeux et on peut faire un lien. Et parfois, ces interactions sont invisibles. Et je voudrais aussi reconnaître mes co-superviseurs qui m'ont suivi pendant une longue période lors de mon travail de dissertation, Dr. Christine McPherson de l'Université d'Ottawa et Dr. Andrews de l'Université de Victoria et S. David qui a écrit dans ce livre de façon généreuse dans le prologue. Donc, j'aime me concentrer sur les histoires et les récits des infirmières et de mettre l'accent sur différents passages.
Et je voudrais lire quelques passages du livre. Ils sont liés au fait de travailler avec les patients, avec des gens qui sont en train de mourir à l'intérieur des familles. Et on parle aussi de l'équipe et de leurs collègues. Je vais le lire tranquillement. Je vous invite à fermer vos yeux et de revoir peut-être les titres et d'ensuite vivre un moment de silence par après et réfléchissez à ce que ceci évoque en vous. Est-ce que je suis en train de mourir? Vous sentez votre cœur? Je prends une pause et je respire. Ça l'aurait touché votre esprit. Jamais j'avais peur de cette chambre. Elle meurt de façon inconfortable. J'étais pris dans le moment. Une enfant avait une tumeur large sur son cou. Nous avons pris une pause et nous avons regardé l'océan. C'était une mort terrible. Pourquoi est-ce que je pleure à chaque fois que je rentre dans votre bureau? Est-ce que quelqu'un d'autre peut rentrer dans la salle, s'il te plaît? J'ai vraiment une grande douleur dans mon ventre. C'était les minutes les plus longues de ma vie. Vous pouvez être plus créative. Faites ce qui fonctionne. Les 9 infirmières qui ont partagé leur pratique, ils émanaient des espaces traditionnels palliatifs, des unités de soins palliatifs, des unités palliatives, et nous savons très bien que les soins palliatifs, en tant qu'approche et une façon d'être, c'est souvent vit dans plusieurs espaces qui se chevauchent, surtout depuis les dernières années. C'est une expérience vraiment euh, qui m'a rendu humble de pouvoir compléter ce travail lorsque la pandémie débutait. Donc, je devrais vraiment réfléchir sur la souffrance et comment je gère les grandes émotions. Et ceci a beaucoup été vu dans ces espaces. Comme nous avons discuté, nous avons un grand engagement en tant qu'infirmière en soins palliatifs, d'avoir des engagements authentiques, d'avoir de la compassion envers les autres et pour nous-mêmes aussi, je souhaite. Et il y a aussi un sens interne qui oriente nos actions. Et ça peut le faire si on est vraiment à l'écoute de notre environnement, mais c'est aussi une pratique très difficile. Voici quelques euh, phrases. Des fois, les gens sentent une grande pesanteur. Je pense qu'on a tous des petits dossiers internes. La lourdeur parfois du travail s'accumule. Une infirmière m'a demandé, je me demande si j'ai des espaces dans mon cœur qui retient toutes les tensions de ce que je vis, ce que je témoigne. Si on réfléchit aux images privées que Heather a mentionnées, parfois on souhaite dans les soins infirmiers qu'on peut oublier certaines choses que nous avons vues. Il y a des choses qu'on voit que les gens ne devraient jamais voir. Wendy Austin et leurs collègues, et dans leur récit sur les expériences de compassion, de fatigue des gens qui font prestation de soins de santé, ils ont rédigé une histoire sur les impacts, ils ont un article sur les impacts du corps qui partageaient une expérience lorsqu'ils ont vu une jeune fille de 2 ans en train de crier lors d'une opération. Et là, elle n'a même pas réagi et elle s'est sentie vraiment très endurcie. Et j'ai trouvé ça courageux de sa part de partager cette expérience. Comme les différents auteurs qui ont partagé le vécu de Veronica, ça, c'est une image qui est vraiment percutante où on voit un corps qui devient dur et où leur cœur s'endurcit. Et un autre témoignage d'une infirmière qui essaie de bien comprendre tout le travail qu'elle faisait. Elle me dit, on doit conserver un cœur tendre à l'intérieur de notre travail. J'ai eu la chance de présenter ici en 2018 lorsque j'ai essayé de mieux comprendre tout ce que je voyais à l'égard des soins palliatifs. Et lorsque j'ai présenté, j'étais à l'intérieur de la conférence, j'étais
Et je disais qu'il fallait retourner au cœur de la pratique et de redécouvrir le cœur des soins infirmiers. Et c'est une phrase d'une de nos collègues savantes. Elle a fait, lorsqu'on a raconté certaines histoires, les gens mettaient leurs mains sur leur cœur et surtout lorsqu'on a parlé de l'histoire de l'enfant avec le tumeur sur le cou, et je leur posais pourquoi ils mettaient leurs mains sur leur cœur, et on me dit qu'elle voulait comme soulager leur cœur. Et un membre des participants m'ont remercié pour ma présentation. Ils m'ont dit qu'ils voulaient changer leur pratique. Et elle m'a dit qu'elle sentait que les gens étaient assis sur son cœur et euh, sur son devant. Et elle voulait tenter d'alléger cette lourdeur. Je veux lire quelques passages du texte entre les chapitres. J'ai une page de réflexion entre les chapitres sur mon propre procédé après mon travail en soins palliatifs. J'ai maintenant l'occasion d'être sur une petite île sur l'ouest canadien et j'ai complété ma formation euh, universitaire et j'essaie de vraiment réfléchir sur tout le travail que j'ai effectué. Donc, j'ai déménagé à Hamarquai, en Colombie-Britannique. J'étais né à cet endroit et mes mémoires émanent de là depuis que j'étais une jeune fille. J'ai réfléchi sur toutes les pratiques contemplatives que j'ai faites en tant qu'infirmière et j'ai appris à vraiment comprendre ma personne et mon corps à travers la respiration et le repos. Le temps sacré et les territoires sacrés ont pris soin de moi et la nuit, avec mes yeux fermés, je regarde les gens que je connaissais mourir, rire, et je réfléchissais sur l'inconnu, rêve après rêve. Les gens ne sont plus vivants, mais toujours présents et ils ont toujours des impressions claires sur ma personne. Et sur cette expérience, je réfléchis sur mon retour, comment je fais pour retourner à soigner les gens tout en développant la clarté intérieure en moi. Et cette histoire invite mon corps et le corps en général. Je pense que le travail invisible que nous faisons invite notre corps à explorer les relations dans les soins palliatifs. Donc, j'ai partagé une discussion brève à cet égard et je pensais que lorsque j'avais ces rêves, je pensais que les gens à laquelle que je soignais me quittaient, mais je pense qu'ils demeurent. Ils sont peut-être présents et je continue à les garder d'une façon différente dans ma vie. Donc, il y a une grande valeur de raconter des histoires et je pense que nous avons eu ce type de discussion précédemment et ça peut appuyer l'intégration de notre expérience, la sensibilisation collective. On peut mieux se retrouver dans les récits et je pense que des histoires donnent naissance à d'autres histoires et je serais curieuse de savoir les effets que ceci a eu sur vous après nos conversations. Et souvent, des histoires peuvent orienter nos actions et ça peut vraiment façonner nos valeurs. Tara Brock est une psychologue contemplative. Elle partage que les émotions, l'ensemble des sensations physiques et des histoires que nous racontons continuent à provoquer de la souffrance jusqu'à temps qu'on les localise dans notre corps. Si nous portons attention à notre expression physique immédiate reliée à l'émotion, dépasser les sensations et les histoires qui sont liées à celles-ci, ceci, on peut finalement les refouler en nous. Et je pense aux notes clés d'hier. On nous a dit qu'il y a vraiment une grande valeur de libérer nos histoires non racontées. C'est pas toujours facile de voyager, de naviguer à travers les différentes histoires. Parfois, c'est trop difficile, je l'avoue. Une infirmière m'a déjà raconté que, tout dépendant de la journée et tout dépendant avec qui je suis, il y a trop d'histoires parfois dans la salle. Donc, comment
commençons-nous pour partager toutes ces histoires-là? Et c'est aussi intéressant pour moi d'entendre certaines réflexions. On sait que le deuil peut être utile, mais parfois c'est tellement une situation vulnérable. Peut-être qu'il faudrait agir en un à un, mais ils avaient perdu leur bureau physique, donc les gens n'avaient pas un espace pour avoir ces conversations intimes. Et j'ai appris aussi à travers une infirmière praticienne, ils utilisaient l'analogie des lumières de circulation. Donc, souvent, les gens disaient, ah, je suis en vert, je suis en jaune, je suis en rouge. Donc, si on fait ce type de réflexion, et on peut se permettre ce genre de... Je voudrais vous raconter une histoire que Heather a racontée. Je vais vous offrir aussi quelques d'autres passages du texte. Ceci, c'est des conversations d'une entrevue que j'ai eue avec Heather, où elle explique qu'elle a sorti un mouchoir et qu'elle a déposé sur la table. Et pour elle, le partage, c'est prendre soin euh, d'une jeune femme qui est en train de mourir d'une maladie fatale. Pour la gestion des symptômes, on a transféré April finalement à l'hôpital et Heather décrit l'impact de voir les poux de la patiente et les enfants et de voir les poux avec les jeunes enfants, de voir leur réaction face à la maladie de leur mère. Et Heather est très touchée par ce que vit cette femme et elle tire de plus en plus de mouchoirs de la boîte et tout en je réfléchis sur les paroles de Heather. Et donc, je ne dois pas me retenir, juste de peur de ne pas me faire mal. Lorsqu'on voit toutes les émotions dans la salle, je me demandais si c'était correct de poursuivre le questionnement et elle m'a donné sa permission et je ne sens pas d'hésitation de sa part. Donc, tout en poursuivant les réflexions de ce que Heather a partagé, je vois l'intention. Il faut vraiment se permettre de sentir la douleur et je ne sais pas si on veut rester sur cette situation, mais je me demande si vous pouvez vraiment parler plus à fond sur le voyagement entre toutes ces émotions. Et c'est vraiment très remarquable que cette femme a pu poursuivre. Est-ce que tu peux continuer? By this time, De parler à la femme qu'on envoie à l'hôpital, qui dort la plupart du temps. Dans un instant, elle s'éveille et regarde Heather, prise en silence, et lui demande, Heather, suis-je une mauvaise mère? Pourquoi penses-tu être une mauvaise mère? Parce que je ne peux pas le faire avec mes enfants. Est-ce que je suis mauvaise pour les vouloir pas de moi? J'ai dit, tu es aux prises avec le cancer, avec ton bras, tes jambes qui ne fonctionnent pas, la nausée, l'intubation. Tu as des petits qui aiment tirer sur des tubes et des plaies. Ils ne comprendront pas. Alors, si tu ne peux pas agir comme mère maintenant, c'est OK. Ça veut seulement dire que tu es humaine. Alors, j'ajoute, je pense que tu es une excellente mère. Après ça, c'est remboursé. Et peut-être, ajoute, le fait d'être là, ça lui a permis de poser la question et moi de lui répondre. Peut-être qu'il fallait que j'y sois. Et quand elle me posait la question, j'ai dit peut-être a-t-elle besoin de moi un peu. C'était peut-être la bonne question à qui poser la question. Rather rappellera bien sur son choix de relater cette expérience et de dire, bon, ben, on est humain et c'est tout à fait régulier qu'on puisse en faire part de ces expériences. Il y avait aussi des similitudes entre Heather et sa patiente. Donc, tout cela contribue à la conscience de soi. Elle savait elle-même qu'elle s'impliquait trop. Ce sont
donc là, des moments où je dois être particulièrement vigilante à mon sujet. Tout ceci pour souligner la dignité de l'engagement des infirmières dans un contexte de maladie grave et de fin de vie. Bien que je ne parle pas de méthodes à partir de cette recherche, je suis influencé par Arthur Frank, un psychologue qui s'interrogeait sur des récits. Il avait dit qu'il suggérait qu'il faut garder nos histoires, garder à nos histoires un cachet d'étrangeté. À titre d'exemple, on parlait hier lors de nos dialogues, et c'est revenu souvent, de l'importance de préparer les familles pour ce qui se profile. C'est le point commun de nos histoires. Il y a une infirmière ensuite que j'appellerai Erika, qui faisait part d'une femme qui rendait visite à son mari en instance de décès. Il ne parlait plus. Il était en période de transition. La Erika, donc, parle. Sa femme entrait, tout effervescente, demandant « Comment tu vas? » Hein? Et puis elle se tourne vers Erika et dit « Je vais le nourrir. » Et je lui demandais, après qu'elle s'assoie, « Avez-vous le temps pour parler ensemble? Est-ce que vous seriez d'accord pour le faire? » La femme, l'épouse a dit très bien. Alors on a trouvé un endroit tranquille. Je me suis assis et je lui ai dit, je ne sais pas si vous comprenez à quel point votre mari est au bord de la mort. Je ne m'attends pas à le retrouver demain quand je reviendrai au travail. Et elle a fait, ah oui, vraiment? C'était donc le temps d'en parler. Je lui ai dit, voudriez-vous que je vous explique ce que je vois? Non. Ou pour le savoir ou pas? Elle a dit, non, je ne veux pas le savoir. J'ai dit, fort bien. Bon, parlez-moi de votre mari dans ce cas. Donc, voici comment la femme a parlé de son mari. Elle a appris sur leur vie, qui sont arrivés dans un nouveau pays, qui ont créé une communauté de soins autour d'eux. Et Erika est rentrée à la maison et sa coupe était pleine. Alors, Erika suggère on semble valoriser de ne pas avoir un projet, mais plutôt de se concentrer sur les projets de la femme, par exemple sur des projets immédiats, par exemple, ou de fournir des renseignements, une éducation pour la femme. Une autre occasion, et c'est là que survient ce récit étrange. Bon, maintenant, je ne sais pas si ça suscite en vous des histoires, mais il y en avait une autre venant d'une infirmière qui s'occupait de quelqu'un à domicile. Le fils ne croyait pas que la situation mènerait à une fin de vie. Bon, il avait vu son père souffrir de cardiopathie. Le père pouvait passer plus de temps avec son fils. Et l'infirmière a pu dire plus tard qu'on avait chacun son idée de ce qui se passait, puis ce n'était pas acceptable. On a bien soulagé la souffrance, mais on part de l'idée que les gens voudraient être à l'aise tout le temps, mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas. Et les infirmières parlaient de leurs attentes et si les choses ne se concrétisaient pas telles qu'elles l'entendaient, elles en concevaient un sentiment de déception et de dépit. Dans ces histoires, il y a aussi certains récits qui sont assez dérangeants
Il y a aussi des contraintes administratives, des contraintes quant au réseau, l'administration des soins de santé, qui touchent à l'organisation et au milieu. L'espace, tant physique que psychologique, dans ce livre, c'est là un aspect invisible des soins palliatifs. Je citerai Kelly Stadjahar, une de nos meneuses de film au pays. Les gens qui ont vécu dans la pauvreté ou qui sont rendus vulnérables par leurs conditions de vie sont absents dans les hospices et les aides de soins palliatifs actuels. J'essaie de me souvenir que j'étais devenue partie intégrante de leur récit, a dit une infirmière. Mais ça nous aide de sortir de ce mode d'esprit ou de ce moule mental où on se limite au rôle d'infirmière. Donc, il y a des occasions de prise de conscience pour beaucoup d'entre nous. Pensons aussi comment les infirmières parlent de ce qu'elles ont appris et c'est vraiment, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Voici une citation de 1990 parlant des récits de nos dispensateurs de soins. Si ces histoires étaient entretissées, la collectivité des infirmières pourrait nous tramer une tapisserie d'expériences diverses d'où on pourrait dériver une déontologie pour les soins infirmiers. Mais d'abord, les infirmières doivent commencer par conter le récit. Ces moments de prise de conscience surviennent souvent à la fin d'un quart de travail, mais il faut rescaper ces moments de nos esprits, mais plutôt reconnaître qu'ils sont centraux au travail que nous dispensons. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai hâte de vous entendre. Si vous voulez, il y a même une remise sur le prix du livre de la part de l'éditeur. Merci. Lacey, ne partez pas. Je voulais d'abord vous remercier pour cette présentation incroyable. Comme vous disiez, je pense attendre ici étant avec une trame centrale. La beauté des récits, c'est que je peux en écouter une, en entendre une et me voir ou en tirer une signification ou me rabattre sur mes propres souvenirs qui me sont familiers. Et je pense que vous avez fait un magnifique présent à ces infirmières en recueillant ces récits. Je suis sûr que le groupe a des questions pour vous et nous avons le temps pour ce faire. Merci, Lacey.
On se sent tous convoqués à raconter ces histoires en nous, ces récits. Ça se rattache à l'idée que c'est la partie de nous qui voudrait contrevenir au règlement, qui raconte les histoires. Je veux dire, j'écris mes histoires, j'écris par exemple des récits des choses qui ont changé ma vie, mais j'ai une sorte d'inquiétude que je ne suis pas censé en parler. Donc, parler de ces histoires ou de moi-même. Bon, j'ai joué avec l'idée à comment parler ainsi des gens sans s'attirer des problèmes. C'est pourquoi ça m'a pris 9 ans pour arriver au bout. Merci tant pour nous avoir fait part du processus que vous nous décrivez. C'est de savoir comment maintenir le caractère sacral de ces histoires. Mais des récits sont une chose, mais ici, il s'agit de choses que des gens réels ont vécues, ont souffert, ont subi. La réponse n'est pas simple. J'étais à une conférence depuis et il y avait devant moi quelqu'un que je respectais beaucoup et je parlais du besoin de raconter ces récits et ma réponse est absolument pas. Non, non, il faut les tenir sacrés, j'ai dire. Bien. Mais je pense qu'il y a façon de le faire en maintenant l'anonymat ou la confidentialité. Il y a pas de façon de le faire. Comme vous l'avez dit, j'ai appris j'ai travaillé avec un travailleur social à un hospice et il m'a parlé d'une pratique qu'elle écrivait quelque chose qu'elle avait appris des gens qu'elle aimait et je lui ai parlé après 12 ans et elle m'a montré son livre. Et merci beaucoup. Ça nous donne tant de choses auxquelles réfléchir. C'est merveilleux. Mais quand j'écoute ces récits, je m'interroge. Est-ce que les infirmières documentaient ces histoires? Par exemple, les interventions. Vous savez, je documente des choses comme par exemple l'écoute active, l'empathie, l'exploration des craintes, etc. Mais je ne vois pas d'autres le faire et je pense qu'il serait nécessaire de le faire. On le fait tout le temps, mais on n'en parle à personne. Bon, on n'en a pas parlé dans les conversations, mais la seule que je peux rappeler, c'était que... mais bon, merci de nous le rappeler. C'est vrai que c'est une partie de notre travail qui n'est pas prise en compte, et surtout pour Heather qui travaillait après les quarts de travail, et que cela affecte son identité comme mère, par exemple. Est-ce qu'il serait indiqué de l'inclure? J'enseignais des expériences aux infirmières et une des étudiantes de mon groupe elle était dans elle a parlé de ses expériences à s'occuper d'un homme qu'une approche palliative serait indiquée. Il lui a dit qu'il s'inquiétait beaucoup de sa femme à la maison dont il s'occupait lui. Et je lui ai demandé, est-ce que vous avez documenté cela? Elle a dit non. Il m'a dit ça privément. Alors il y a
il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Et aussi, qui lira cela et quand? Et on en parlait hier. C'est-à-dire que les gens passent par-dessus ça. Ils se disent, j'ai pas le temps de lire ce pavé. Alors comment mettre ça quand même? Et j'ai une question, puis une suggestion. Un dépôt d'histoire qui serait alimenté par des infirmières pourrait être très puissant et ça pourrait nous permettre à déboucher sur cette langue commune à laquelle je faisais allusion plus tôt. J'assistais à un webinaire où une infirmière soulignait le fait qu'ils disent toujours des choses en disant j'étais assis avec quelqu'un et chaque fois vous placez le mot j'étais seulement en train de, vous minez la valeur de ce que vous allez dire. Et dans votre récit, vous recadrez des éléments de leur infirmière dont elles auraient peut-être honte, mais dont vous montrez la valeur. Alors, ma question à vous, c'est est-ce que ce dépôt de récit existe, dépôt? Pourriez-vous créer quelque chose, je veux dire un dépôt? Bon, on sait, on parle de confidentialité, mais je pense que les infirmières ont des récits incroyables à dire, pas besoin de donner les noms et les âges des personnes. Mais mettons en commun la richesse de nos expériences. Et vous seriez une excellente pour colliger ces récits. Merci, Heather. Bon, je suis en transition, alors verrons quel temps j'aurai pour avoir une adresse Internet stable. Mais quand j'ai commencé ce travail, je cherchais des infirmières en soins palliatifs. Mais je sais que nous sommes nombreuses à conter nos histoires, à mettre en commun nos expériences, à titre privé ou pas. Et un temps, j'ai envisagé colliger ces histoires. Mais outre les récits eux-mêmes, il faut savoir aussi comment présenter ces récits. Maintenant, un des avantages, c'est que j'avais pu envisager le processus de narration des histoires à la lumière des enseignements de ce psychologue Frank dont je vous parlais plus tôt. Je pense qu'il s'agit donc de la façon d'encadrer les récits. Merci.